Alors, comment est-ce qu'un concept mathématique vieux de plusieurs siècles a pu devenir la pierre angulaire de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui? C'est ce qu'on va découvrir ensemble en explorant la distribution gaussienne, un schéma qui se cache aussi bien dans la trajectoire des étoiles que dans le code de nos smartphones. On va commencer par une question très concrète. Imaginez que vous venez de créer un nouveau modèle d'IA. Comment être absolument certain qu'il est vraiment meilleur qu'un autre et que ce n'est pas juste un coup de chance? Eh bien, la clé de cette question très moderne, elle se trouve cachée dans une forme toute simple, un motif intemporel que certains ont même appelé la courbe de la nature elle-même. Avant de parler d'IA, prenons un moment pour comprendre cette forme qu'on voit partout, la distribution gaussienne, ou plus simplement la courbe en cloche. La vraie question c'est pourquoi est-ce qu'elle apparaît si souvent? En fait, cette courbe est un véritable couteau suisse des probabilités. Elle modélise une quantité incroyable de phénomènes, que ce soit la répartition des galaxies, la génétique ou même les dynamiques sociales. Pour comprendre toute sa puissance, il faut remonter à ses origines, bien avant qu'on ne parle d'intelligence artificielle. Le fait que cette courbe soit si importante en IA aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un hasard. Pour saisir sa puissance, il faut repartir en arrière, voir les problèmes qu'elle a été conçue pour résoudre à l'origine, notamment en astronomie et dans les jeux de hasard. L'histoire de cette courbe, en fait, elle s'étale sur plus d'un siècle. Tout a commencé avec De Moivre, qu'il a d'abord esquissé pour les jeux de hasard, puis Gauss l'a utilisé pour un tout autre problème, corriger les erreurs de mesure en astronomie. Mais le fil conducteur, c'était toujours le même, comment fait-on pour extraire un signal clair au milieu d'un océan de bruit? Ce sont donc des pionniers comme De Moivre et Laplace qui ont posé les premières pierres. À l'époque, ils ne pensaient pas du tout à modéliser une intelligence, non, leur but c'était de quantifier l'incertitude, de comprendre la nature des erreurs de mesure. Et sans le savoir, ils étaient en train de bâtir les fondations de toutes les statistiques modernes. Bon, maintenant qu'on a vu d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle nous raconte exactement, cette fameuse forme, on va plonger un peu dans ses composantes pour bien comprendre comment elle fonctionne. Pour le dire simplement, cette courbe décrit un ensemble de données où la plupart des valeurs s'agglutinent autour d'une moyenne, d'une valeur centrale. Et plus on s'éloigne de cette moyenne, plus les valeurs deviennent rares. Voilà la formule qui se cache derrière. Ça peut faire un peu peur, mais en réalité, tout est contrôlé par seulement deux paramètres. Le premier, c'est la moyenne, qu'on note mu. C'est simple, ça détermine le centre de la cloche, son sommet. Le deuxième, c'est l'écart-type, sigma. Lui, il contrôle la largeur. Un petit sigma et hop, on a une courbe très haute et très fine. Un grand sigma et elle devient large et aplatie. C'est tout. Juste avec ces deux chiffres, on peut décrire une quantité folle de phénomènes. Et cette prévisibilité, elle est même quantifiée par une règle très connue, la règle 78-95-99,7. Ça nous donne un cadre super puissant. Si un phénomène suit une loi normale, on sait avec une quasi-certitude où vont se trouver la majorité de nos données. C'est absolument fondamental pour des choses comme la détection d'anomalies, par exemple. Donc, le point vraiment crucial ici, c'est sa flexibilité. On ajuste juste la moyenne pour déplacer la courbe à gauche ou à droite, et l'écart-type pour la rendre plus ou moins pointue. Et avec ça, on a un outil de modélisation incroyablement puissant, capable de s'adapter à une multitude de phénomènes du monde réel. Mais alors, la grande question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que cette forme en cloche est partout dans la nature? La réponse, c'est l'un des concepts les plus beaux et les plus importants de toutes les statistiques, le théorème central limite. Alors qu'est-ce qui nous dit ce fameux théorème? En gros, si on prend plein d'échantillons au hasard dans une population, peu importe comment cette population est distribuée au départ, ça pourrait être n'importe quoi, et qu'on calcule la moyenne de chaque échantillon, eh bien la distribution de toutes ces moyennes va comme par magie tendre vers une belle distribution gaussienne. C'est ça qui la rend universelle. Pour bien voir ce théorème en action, rien de tel qu'une petite expérience toute simple avec des dés. Et voilà le résultat. Même si chaque lancer de dés, pris individuellement, avait une chance égale de sortir, ce qu'on appelle une distribution uniforme, toute plate, la distribution des moyennes de nos lancers, elle, forme une courbe en cloche parfaite. C'est magnifique et c'est la preuve irréfutable du théorème. Ok, super. Mais maintenant, revenons à notre question de départ. Comment est-ce que ce théorème, qu'on vient d'illustrer avec de simples dés, peut nous aider à évaluer les modèles d'IA les plus complexes? Eh bien, en machine learning, la distribution gaussienne, c'est un vrai pilier. On s'en sert pour les tests statistiques qui permettent de comparer les modèles entre eux, mais aussi dans les modèles qu'on appelle probabilistes, pour mesurer l'incertitude, ou encore pour la détection d'anomalies, en partant du principe que tout ce qui est normal doit suivre cette distribution. L'idée clé ici, c'est vraiment de pouvoir faire la différence entre un signal réel et du simple bruit statistique. Si la performance de deux modèles est très proche et que leur distribution de scores se chevauche beaucoup, la différence est sûrement due au hasard. Par contre, si les deux distributions sont bien séparées, là on a un signal fort. On peut dire que la différence est statistiquement significative. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie, c'est implémenté directement dans les outils qu'on utilise tous les jours, comme PyTorch.
Cette petite ligne de code, par exemple, sert à initialiser les poids d'un réseau de neurones en suivant une distribution normale. C'est une technique hyper standard pour que l'entraînement du modèle se passe mieux. Attention, cependant. La distribution gaussienne, ça n'est pas non plus une solution miracle. Partir du principe que toutes les données du monde réel suivent sagement cette jolie courbe, ça a des limites et ça peut même être dangereux. La réalité, elle, est souvent bien plus désordonnée que nos modèles. Il y a une erreur classique qu'on appelle le sophisme de la projection de l'esprit. C'est quand on commence à croire que notre modèle mathématique est la réalité. Mais non, ça reste une simplification. Utile, mais imparfaite. Prenez les marchés financiers. Les crashs boursiers, ces événements extrêmes, sont bien plus fréquents que ce qu'une courbe de Gauss pourrait jamais prédire. Pour résumer, on a vu comment une simple courbe, née du besoin de gérer des erreurs de mesure, est devenue un outil absolument central en IA. Le théorème central limite nous explique pourquoi on la retrouve si souvent et elle nous donne la base statistique pour comparer sérieusement les performances de nos modèles. Mais, et c'est crucial, il faut toujours se rappeler que ce n'est qu'un outil, pas une loi universelle, et qu'il faut toujours vérifier si son utilisation est justifiée. Alors, maintenant que ce schéma est connu, la question est où va-t-on le voir apparaître? Dans les estimations de la durée d'un projet? Dans le bruit d'un signal numérique? Cette forme est absolument partout, il suffit d'ouvrir l'œil pour la reconnaître.